Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons au Portugal. Maria Alves est née en 1897 à Campanha, un quartier de la ville historique de Porto, l'un des principaux centres culturels du Portugal, réputé pour son riche patrimoine et sa scène artistique dynamique. Bien qu'elle ait fréquenté l'école locale, l'éducation des filles au Portugal à cette époque était assez limitée et axée sur la préparation au rôle domestique traditionnel. La plupart des filles ne recevaient qu'une éducation primaire de base, apprenant à lire, à écrire et à faire des calculs simples, ainsi que des leçons de religion et des compétences domestiques comme la couture et la cuisine. La religion jouait un rôle central dans l'éducation et la vie quotidienne, renforçant les attentes traditionnelles et mettant l'accent sur des vertus comme l'obéissance et la modestie, ce qui limitait encore davantage les opportunités au-delà des responsabilités domestiques. Les possibilités d'accéder à l'enseignement secondaire étaient rares et généralement réservées aux filles issues de familles aisées. Les opinions plus larges de la société considéraient le rôle des femmes principalement comme épouses et mères. Ainsi, de nombreuses familles ne donnaient pas la priorité à une scolarisation prolongée pour leurs filles. La République portugaise instaurée en 1910 a lancé des réformes éducatives, élargissant lentement l'accès des filles à l'éducation, malgré des obstacles persistants. À 19 ans, alors que ses amis se consacraient à la vie domestique, Maria était résolue à entrer au théâtre, un rêve qu'elle poursuivait depuis toujours. Elle avait déjà fait une apparition au théâtre Carlos Alberto, mais cherchant désormais des opportunités plus larges, elle s'est installée à Lisbonne. En 1916, alors que la Première Guerre mondiale ravageait l'Europe, le Portugal connaissait instabilité politique, difficultés économiques et agitation sociale croissante. Le pays n'étant récemment entré en guerre avec les Alliés, ses conséquences se faisaient déjà sentir. Pénuries alimentaires, hausse des prix et incertitudes marquèrent le quotidien. Mais malgré l'atmosphère tendue, Maria a obtenu des rôles dans d'autres lieux prestigieux, comme les théâtres Éden et Apollo. Son talent fut vite remarqué, et Augusto Gomez, grand homme d'affaires du théâtre, l'engagea pour sa célèbre compagnie Por Rugalia. À la fin de la guerre, Maria a voyagé avec la troupe, se produisant dans plusieurs pays comme l'Espagne, la France, le Maroc et le Brésil, où elle a acquis expérience et visibilité avant de revenir à Lisbonne. Elle a poursuivi sur cette lancée en tenant des rôles principaux dans divers spectacles au Parque Maya, le quartier des divertissements de la ville, réputé pour ses théâtres animés et ses représentations pleines de vie. Elle s'est ainsi imposée davantage comme une figure de proue du théâtre portugais. Fin 1925, Maria a accepté une invitation pour passer la saison Wiki à Porto, sa ville natale. Cette opportunité était importante tant sur le plan professionnel que financier, à une époque où le travail régulier était souvent incertain pour les actrices, dont beaucoup peinaient à obtenir des rôles stables dans une industrie compétitive et imprévisible. Après ses engagements, elle est rentrée à Lisbonne fin mars 1926. Son soulagement d'avoir fini ses engagements au théâtre fut bref, car elle devenait de plus en plus anxieuse. Oscar Ribeiro, propriétaire de la société ayant monté le spectacle à Porto, ne lui avait pas versé ses derniers paiements. Maria était inquiète, financièrement et émotionnellement, car elle était mère de 2 enfants. Une fille qui séjournait chez les parents de Maria à Porto et un garçon qui étudiait dans un internat. Maria voulait faire venir sa fille vivre avec elle à Lisbonne. L'incertitude d'un paiement tardif accroissait la pression qu'elle subissait pour concilier carrière et responsabilité familiale durant cette période. Dans les heures calmes avant l'aube, le 31 mars 1926, le corps d'une femme a été découvert à l'angle d'une ruelle étroite, parallèle à l'Avenida Almirante Caz de Lisbonne. C'était un coin sombre de la ville, où peu de choses bougeaient après minuit, et les rues étaient presque désertes. Un homme remarqua la silhouette allongée sur le trottoir et appela à l'aide. Lorsque les autorités sont arrivées, elles ont trouvé une jeune femme inerte, couverte de bleu et vêtue de vêtements déchirés. Son manteau, son sac à main et ses bijoux avaient disparu, et bien que son visage semblait familier, personne ne savait qui elle était. Le corps de la femme a été transféré à la morgue plus tard dans la matinée. Emilia de Castro Neves s'est inquiétée en découvrant que sa voisine n'était pas rentrée. En apprenant qu'une jeune femme avait été retrouvée assassinée près de là, elle a soupçonné qu'il s'agissait de Maria. Agissant selon ses craintes, Emilia s'est rendue à la police, qui l'a accompagnée à la morgue. Là, elle a découvert le corps sans vie et, en reconnaissant sa belle voisine de 29 ans, a été submergée de chagrin.
Maria Alves, une actrice bien connue de la scène théâtrale populaire de Lisbonne, son identification a attiré une large attention et a fait de l'affaire un sujet d'intérêt public intense. L'examen du corps a révélé que Maria présentait de multiples blessures, dont de nombreuses ecchymoses et éraflures. Plus particulièrement, il y avait 3 ecchymoses graves, une sur sa poitrine et 2 sur son abdomen, ainsi que de petites marques sur ses jambes. Sa robe était déchirée à l'encolure et à l'ourlet, preuve évidente d'une faim violente. Les policiers ont relevé les objets manquants et, constatant une agression, ont conclu à un vol ayant dégénéré en violence. C'était une explication plausible. Le quartier, proche des grands boulevards du centre-ville, mal éclairé la nuit, connaissait fréquemment la petite criminalité. En l'absence de témoins et avec peu d'indices immédiats, les autorités ont privilégié la théorie la plus simple, un acte de violence tragique mais aléatoire. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu par leur explication. Parmi les premiers à la remettre en question se trouvait un journaliste nommé Reynal del Ferreira, plus connu du public sous le nom de Reporter X, un écrivain spécialisé dans les affaires criminelles et l'une des voix les plus lues de l'époque. Il s'était bâti une réputation en enquêtant sur les crimes les plus sensationnels du début du XXe siècle, mêlant faits et détails imaginatifs. Il n'était pas seulement journaliste, mais aussi dramaturge et romancier, et ses chroniques avaient un caractère distinctif, audacieuse, suggestive, et n'hésitant pas à remettre en cause les conclusions officielles. Il connaissait personnellement Maria Alves, fréquentait les mêmes cercles sociaux et artistiques, et suivait sa carrière. Sa mort soudaine et violente l'inquiétait. Il doutait de la version officielle de la police, affirmant qu'elle aurait été victime d'un cambriolage ayant mal tourné. Tout cela lui paraissait trop incohérent et bien trop commode. Maria venait tout juste de rentrer à Lisbonne après un engagement professionnel. Elle n'aurait pas erré dans les rues la nuit, et Reynaldo ne croyait pas qu'elle aurait pu être victime d'une agression opportuniste. Dans sa chronique, il a écrit sur l'agression et l'enquête, mais il a choisi de ne pas défier ouvertement la police. Avec sa subtilité littéraire, il a plutôt laissé entendre un mobile plus sombre et personnel derrière le meurtre. Il a fondé son article sur le roman policier espagnol El Misterio del Culsal de José Frances, écrivain réputé souvent appelé le Conan Doyle espagnol. Dans cette histoire, une actrice célèbre a été tuée non pas par un inconnu, mais par son amant, poussé par la jalousie et l'orgueil blessé. En invoquant ce parallèle fictif, il évitait de faire une accusation directe, mais la comparaison était sans équivoque. Pour les lecteurs familiers avec la vie de Maria, c'était une approche intelligente, utilisant la fiction pour éclairer la réalité. Reynaldo comprenait à la fois son public et la politique délicate du reportage criminel. Il a dressé un tableau qui jetait le doute sur la théorie du vol. Sans avoir besoin de produire des preuves immédiates, beaucoup comprenaient ce qu'il essayait de montrer, que quelqu'un de proche d'elle pouvait avoir un motif pour vouloir la faire taire. Ces paroles sont résonnées dans tout le public lisboète et dans la presse. Si un homme comme Reporter X, expérimenté et proche du théâtre, pensait qu'il y avait plus dans cette histoire, l'affaire méritait sans doute d'être réexaminée. Le meurtre, déjà choquant par sa brutalité, portait désormais une aura de scandale, de trahison et de dissimulation. Ce n'était plus seulement une tragédie, c'était un mystère. Les funérailles de Maria Alves au cimetière Presaras à Lisbonne ont rassemblé une foule émue. Tant de personnes sont venues lui dire adieu que le cortège funèbre a été retardé de plus de 2 heures, signe évident de l'impact profond de sa vie et de sa mort sur le public. On se rappelait d'elle pour ses performances, mais aussi pour la grâce et l'indépendance qu'elle incarnait. Alors que la ville était en deuil, un autre journaliste menait discrètement sa propre enquête. Antonio Ferro, journaliste au journal Diario de Noticias, commença à examiner l'affaire de plus près. Il remarqua qu'aucun des habitants près de l'endroit où le corps de Maria avait été retrouvé n'avait dit à la police avoir entendu le moindre bruit, la nuit de sa mort. Aucun cri, aucun appel à l'aide, ni signe de lutte, ce qui jetait un doute sur la théorie d'une attaque à cet endroit. Sûrement quelqu'un aurait entendu ces cris. Il pensait que Maria avait probablement été assassinée ailleurs et que son corps avait été abandonné à un coin parallèle à l'Avenida Almirante Jess. En examinant de plus près la vie de Maria, ses soupçons se sont tournés vers Augusto Gomez, qui était le manager de Maria et un homme avec qui elle avait eu une relation amoureuse. Lorsqu'il a parlé à Augusto Gomez, celui-ci a dit au journaliste qu'il avait été au théâtre ce soir-là et qu'après la fin du spectacle, il avait accompagné Maria sur une partie du chemin.
Il a dit que pendant leur promenade, elle avait de nouveau évoqué l'argent qu'on lui devait. Et, selon Augusto, il lui a payé la totalité de la somme sur le champ et lui a dit qu'il la récupérerait directement auprès d'Oscar Ribeiro. Mais étrangement, Augusto Gomez a souligné que l'échange n'avait pas été fait discrètement. Au contraire, il a déclaré que cela s'était déroulé ouvertement, sous les yeux de plusieurs témoins. Il a ensuite assuré qu'ils sont repartis séparément, prenant chacun un tram différent. Antonio Ferro a également parlé avec la mère de Maria, qui a confirmé que sa fille avait eu une relation avec Augusto Gomez. Cependant, elle a exprimé de vives inquiétudes, le qualifiant d'homme possessif au tempérament instable. Elle a dit que la relation était marquée par des disputes fréquentes et qu'Augusto devenait ouvertement jaloux chaque fois que quelqu'un d'autre montrait de l'intérêt pour sa fille. Sa déclaration dressait le portrait d'un homme consumé par la jalousie et le besoin de contrôle. Les amis de Maria ont fait écho à ses préoccupations, racontant des épisodes du tempérament violent d'Augusto et révélant qu'il l'avait agressé physiquement à plusieurs reprises. Au fur et à mesure que les détails de cette relation troublée étaient révélés par le reportage d'Antonio, le doute du public grandissait quant à la conclusion officielle de la police. Beaucoup se sont demandé si la mort de Maria résultait d'une violence de rue aléatoire ou d'un acte calculé et personnel. La publication de ces allégations par le journal avait créé une vraie sensation au Portugal. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'un témoin clé ne se manifeste. Un homme nommé João Monteiro, capitaine de la marine et voisin d'Augusto Gomez. Il a révélé qu'aux premières heures suivant le meurtre, il avait vu un taxi traverser la ville avec Augusto Gomez et une femme inconsciente à l'intérieur. Cette révélation a été rapportée dans le Diario de Noticias, et l'enquête a alors pris une nouvelle tournure urgente lorsque la police a arrêté Augusto Gomez. Le taxi impliqué était une Citroën, une marque relativement rare à Lisbonne à cette époque, ce qui a facilité la tâche des enquêteurs pour retrouver le chauffeur. Au volant se trouvait João Fernandes, qui conduisait le taxi portant le numéro 9237. La nature distinctive de cette voiture en particulier a rapidement captivé l'imagination du public, et les détails qui l'entouraient sont devenus le point central de la couverture médiatique. Ainsi, l'affaire est restée célèbre sous le nom de l'affaire du taxi 9237, symbole du drame et du mystère entourant la mort tragique de Maria Alves. Lorsque João Fernandes a été interrogé par les policiers, il a donné un récit détaillé de la nuit en question. Il a dit que la veille de la découverte du corps, Augusto Gomez lui avait demandé d'attendre discrètement en face du théâtre Maria Vittoria, à exactement minuit et demi, et pour s'assurer que les rideaux du taxi étaient tirés. Il a ajouté qu'il pensait que c'était juste un autre de ses rendez-vous romantiques secrets, qu'il organisait souvent, alors il a accepté. João a dit qu'il n'avait aucun soupçon que ses intentions étaient autres que de rencontrer une femme. Il a poursuivi en disant qu'un peu après minuit, le 31 mars, il s'est rendu à l'endroit convenu avec le voyant libre allumé et Augusto Gomez lui a fait signe de s'arrêter. Il a dit qu'il a fait cela lorsque Augusto et une femme sont montés à l'arrière de la voiture. Il n'a rien vu à cause des rideaux tirés, mais en entendant des rires et des mouvements, il a supposé que le couple profitait d'un moment d'intimité à l'arrière. João Fernandes a alors marqué une pause avant de dire que soudainement, Augusto a frappé à la vitre et a crié qu'il devait arrêter la voiture. Il a dit qu'il a obéi. Et Augusto est alors monté sur le siège avant à côté de lui, l'air pâle et effrayé. Puis il a dit qu'il venait de tuer l'autre passagère, l'actrice Maria Alves, à l'instant. Il a expliqué d'une voix tremblante qu'après le meurtre, Augusto Gomez s'était calmé et avait vite élaboré un plan pour effacer ses traces. Il a avoué avoir déchiré la robe de Maria et retiré ses bijoux pour simuler un cambriolage. Il a dit aux policiers qu'on lui avait ensuite ordonné de conduire près de la maison de Maria, dans un endroit isolé, pour y laisser le corps. Comme Augusto l'avait dit, la police croirait à un acte de violence urbaine aléatoire en découvrant le corps. À la suite de ce témoignage, les policiers ont interrogé l'épouse d'Augusto Gomez, une femme nommée Michelina, lors de l'interrogatoire. Elle a reconnu que son mari était rentré après minuit le 31 mars et lui avait avoué avoir tué l'actrice Maria Alves. Elle a dit qu'il lui avait non seulement dit, mais aussi supplié de cacher le manteau et les bijoux de Maria. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas manifestée plus tôt, Michelina a simplement répondu « C'est le père de mes enfants ». Augusto Gomez était déjà au commissariat où il a été interrogé par la police. Il a d'abord nié toute implication dans le crime,
Confronté au témoignage du chauffeur de taxi et à la déclaration de sa femme, il a finalement avoué sa culpabilité. Il a justifié ses actes en affirmant que Maria lui avait parlé d'une liaison avec un homme d'affaires alors qu'elle travaillait au théâtre à Porto. Cette révélation, disait-il, a blessé son orgueil et attisé sa jalousie. Selon ses propres mots, cela l'a poussé à agir comme tout homme d'honneur. Les preuves déjà recueillies soutiendraient-elles la lutte violente qu'il a décrite ? Les coupures et les ecchymoses sur le corps de Maria indiquaient une résistance, mais elle a finalement été maîtrisée par un agresseur plus fort. Il a été jugé, mais le résultat n'était guère surprenant, c'était évident dès le début. Et Augusto Gomez a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. La peine de mort pour tous les crimes civils, y compris le meurtre, avait été abolie au Portugal en 1911. Ainsi, le tribunal l'a condamné à 8 ans de prison, suivi de 12 années supplémentaires d'exil. Pendant ce temps, João Fernandes, le chauffeur de taxi dont l'implication était devenue centrale dans l'affaire, a également été tenu responsable. Il a été condamné à 6 ans de prison, dont 2 avec sursis, reconnaissant ainsi son rôle de complice plutôt que de principal auteur. Les verdicts ont mis en évidence les efforts du tribunal pour rendre justice, même si l'affaire a continué de marquer la mémoire du public pendant des années. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour la prochaine affaire résumée.